La nuit du 14 novembre 1995, Caroline Legrand termine son service à 23 heures. Infirmière de nuit à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, elle range ses affaires dans le vestiaire du 3e étage, enfile son manteau beige et descend par l'escalier de service. Plusieurs collègues la croisent dans le couloir, lui disent bonsoir. Elle répond, sourit brièvement. À 23h10, elle franchit la porte latérale donnant sur le parking du personnel. Les caméras de surveillance la filment sous les néons blafards. Elle marche seule vers sa Peugeot 205 garée près du mur d'enceinte. Puis, elle disparaît. Plus personne ne la reverra vivante pendant 20 ans. Le lendemain matin, sa voiture est toujours sur le parking. Les clés sont à l'intérieur, posées sur le tableau de bord. Son sac à main se trouve sur le siège passager, avec son portefeuille, ses papiers, ses 20 francs en liquide. Rien ne manque. La portière n'est pas verrouillée. Les enquêteurs relèvent des traces de doigts sur la poignée extérieure, mais elles appartiennent toutes à Caroline. Aucun signe de lutte, aucune trace de sang, aucun témoin. Caroline Legrand, 30 ans, infirmière appréciée de tous, mère d'une petite fille de 6 ans, s'est volatilisée entre le parking et sa voiture, comme si elle n'avait jamais existé. Pendant 2 décennies, l'affaire reste un mystère absolu. La famille cherche, la police cherche, les collègues cherchent. Des battues sont organisées dans les bois environnants. Le Rhône est dragué à plusieurs reprises. Les médias relaient l'appel à témoins. Rien. Caroline Legrand devient l'une des disparitions les plus troublantes de la région lyonnaise. Jusqu'au jour où des ouvriers découvrent une vieille caméra de surveillance oubliée dans un local condamné. La vidéo qu'elle contient va tout changer et révéler que celui qui a pleuré Caroline pendant 20 ans savait exactement ce qui lui était arrivé. Avant de continuer, j'aimerais savoir où vous vous trouvez en ce moment et quelle heure il est chez vous. Écrivez-le dans les commentaires. Cela me permet de savoir qui regarde mes vidéos et à quel moment de la journée vous préférez écouter ces histoires. Si vous aimez les enquêtes non résolues et les mystères qui glacent le sang, abonnez-vous et activez la cloche. Laissez aussi un like si cette histoire vous intrigue déjà. Chaque interaction m'aide énormément à continuer ce travail. Merci pour votre soutien. Maintenant, revenons à notre histoire. Caroline Legrand est née le 18 mars 1965 à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise. Enfance ordinaire, études moyennes, diplôme d'infirmière obtenu en 1986. Elle épouse Julien Faure en 1988, un technicien informatique qu'elle a rencontré lors d'une soirée entre amis. Leur fille, Manon, naît en 1989. Le couple s'installe dans un petit appartement du 7e arrondissement, près du parc de Gerland. Caroline travaille de nuit pour mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Elle dort le matin pendant que Manon est à l'école, se réveille vers 14 heures, passe l'après-midi avec sa fille. À 19 heures, son mari rentre. Elle part travailler. L'hôpital Édouard Herriot est un mastodonte médical situé dans le 3e arrondissement de Lyon. Plus de 1000 lits, des dizaines de services, des milliers d'employés. Caroline travaille au service de pneumologie, 3e étage, aile ouest. Ses horaires sont fixes, 20h à 6h du matin, 4 nuits par semaine. Elle est connue pour sa ponctualité, sa douceur avec les patients, son sérieux. Aucun problème disciplinaire, aucun conflit avec ses collègues. Elle aime son métier, malgré la fatigue. En novembre 1995, cela fait 9 ans qu'elle exerce à Édouard Herriot. Personne n'imagine qu'elle puisse un jour disparaître. Le docteur Philippe Mercier est le chef du service de pneumologie depuis 1992. 48 ans, marié, 2 enfants, carrière irréprochable. Il dirige une équipe de 15 infirmières et infirmiers, dont Caroline. Les relations sont cordiales, professionnelles. Mercier est respecté pour sa compétence, mais distant. Il ne participe pas aux pots de départ, ne plaisante jamais dans les couloirs. Caroline le croise souvent lors des transmissions de nuit. Ils échangent des informations médicales, rien de plus.
Après la disparition de Caroline, Mercier se montrera bouleversé. Il assistera à toutes les réunions avec la famille. Il signera plusieurs pétitions pour relancer l'enquête. Pendant 20 ans, il incarnera le collègue attentionné qui n'oublie pas. La nuit du 14 novembre 1995 commence normalement. Caroline arrive à 19h50, comme d'habitude. Elle enfile sa blouse blanche, consulte le planning des patients, participe à la relève avec l'équipe de jour. Le service compte 12 patients ce soir-là, dont 3 en phase critique. Caroline s'occupe des chambres 8 à 12. Tout se passe bien. Vers 22h30, elle termine ses dernières rondes, rédige les observations dans le cahier de transmission. À 23h, elle range ses affaires. Plusieurs collègues la voient partir. Une aide-soignante, Nathalie Morel, échange quelques mots avec elle près de l'ascenseur. Caroline semble normale, ni inquiète, ni pressée, juste fatiguée. À 23h10, les caméras du parking la filment, marchant vers sa voiture. Elle porte un jean, un pull rouge sous son manteau beige, des baskets blanches. Elle tient son sac à la main. Elle passe sous un lampadaire, disparaît dans une zone d'ombre, réapparaît brièvement près du mur d'enceinte. Puis plus rien. La caméra ne filme que le parking vide, les voitures immobiles sous la pluie. Le lendemain matin, quand Julien Faure appelle l'hôpital pour savoir pourquoi sa femme n'est pas rentrée, personne ne comprend. Caroline Legrand s'est évaporée entre la porte de l'hôpital et sa Peugeot 205. Distance, 50 mètres. Durée, 2 minutes. Résultat, 20 ans de silence. L'alerte est donnée le 15 novembre à 7h du matin. Julien Faure téléphone à l'hôpital Édouard Herriot après une nuit blanche. Caroline n'est pas rentrée. Elle ne répond pas au téléphone. Ce n'est pas normal. La surveillante du service de pneumologie descend immédiatement au parking du personnel. Elle trouve la Peugeot 205 de Caroline exactement où elle l'avait garée la veille. Portière déverrouillée, clé sur le tableau de bord, sac à main sur le siège passager. Tout est là, sauf Caroline. La surveillante remonte en courant, appelle la direction, qui appelle la police. À 9h, les premiers enquêteurs arrivent sur place. Le commissaire Alain Bernard, de la brigade criminelle de Lyon, prend l'affaire en main. 58 ans, 25 ans de carrière, spécialiste des disparitions inquiétantes. Il commence par interroger le mari. Julien Faure est effondré. Il répète que Caroline ne serait jamais partie sans prévenir, qu'elle adorait leur fille, qu'il n'avait aucun problème conjugal. Les enquêteurs vérifient ses déclarations. Julien était bien chez lui toute la nuit du 14 au 15 novembre. Plusieurs voisins confirment avoir vu de la lumière dans l'appartement. Le relevé téléphonique montre qu'il a appelé l'hôpital à 7h pile. Aucune incohérence. Julien Faure n'est pas suspect. Il est victime. Les collègues de Caroline sont interrogés un par un. Tous disent la même chose. Caroline était une femme discrète, travailleuse, sans histoire. Aucun conflit au travail, aucune liaison connue, aucune dette, aucun problème psychologique. Nathalie Morel, l'aide-soignante qui a parlé avec elle près de l'ascenseur, se souvient de leurs derniers mots. Caroline lui a dit bonsoir, a ajouté qu'elle avait hâte de retrouver son lit. Rien d'inhabituel. Nathalie l'a regardé partir vers l'escalier de service. C'est la dernière personne à avoir parlé avec Caroline Legrand. Elle pleure pendant toute la déposition. Le docteur Philippe Mercier est également entendu. Il arrive au commissariat le 16 novembre, en costume gris, cravate noire, visage fermé. Il explique qu'il connaissait Caroline professionnellement, qu'elle était une excellente infirmière, mais qu'il n'avait pas de relation personnelle. Il n'était pas à l'hôpital la nuit de la disparition. Il termine son service à 18h et rentre chez lui à Caluire-et-Cuire, au nord de Lyon. Sa femme, Isabelle Fournier, confirme qu'il était bien à la maison ce soir-là. Ils ont dîné ensemble vers 20h, regardé la télévision, sont allés se coucher vers 23h. Mercier semble sincèrement bouleversé. Il demande ce qu'il peut faire pour aider. Les vidéos de surveillance sont analysées, image par image.
On voit Caroline sortir de l'hôpital à 23h10. Elle marche normalement, seule, sans regarder derrière elle. Elle passe sous un lampadaire, traverse une zone d'ombre entre deux rangées de voitures, réapparaît brièvement près du mur d'enceinte. Puis elle disparaît hors du champ de la caméra. Les enquêteurs chronomètrent 15 secondes entre le moment où elle sort du bâtiment et le moment où elle disparaît. 15 secondes pour s'évanouir dans la nuit. Le problème, c'est que cette partie du parking n'est couverte par aucune autre caméra. Il y a un angle mort, un trou béant dans la surveillance. Les techniciens de la police scientifique examinent la Peugeot 205. Ils relèvent des empreintes digitales, des cheveux, des fibres textiles. Tout appartient à Caroline ou à des membres de sa famille. Aucune trace suspecte, aucun indice d'effraction. La voiture n'a pas été déplacée. Les clés portent les empreintes de Caroline uniquement. Son sac contient un portefeuille avec 20 francs, une carte bancaire, une carte vitale, des photos de sa fille, un paquet de mouchoirs, un tube de rouge à lèvres. Rien de manquant, rien d'ajouté. C'est comme si Caroline avait posé ses affaires dans la voiture, puis s'était volatilisée avant de pouvoir monter à bord. Les enquêteurs interrogent tous les employés présents à l'hôpital cette nuit-là. Médecins, infirmières, aides-soignantes, agents de sécurité, personnel d'entretien. Plus de 40 personnes. Personne n'a rien vu. Personne n'a entendu de cris. Personne n'a remarqué de véhicule suspect. Le parking est censé être fermé au public après 20 heures, mais les agents de sécurité admettent que le portail est souvent laissé ouvert pour faciliter les allées et venues du personnel. N'importe qui aurait pu entrer. N'importe qui aurait pu attendre Caroline dans l'ombre. Mais pourquoi elle? Et pourquoi ce soir-là? Les jours suivants, l'enquête s'intensifie. Des plongeurs inspectent le Rhône à proximité de l'hôpital. Rien. Des chiens renifleurs fouillent les espaces verts autour du parking. Rien. Des battues sont organisées dans les bois de la périphérie lyonnaise. Rien. L'appel à témoins diffusé dans les médias ne donne aucun résultat concret. Plusieurs personnes appellent pour signaler avoir vu une femme correspondant à la description de Caroline, mais toutes les pistes mènent à des impasses. Caroline Legrand semble avoir été aspirée par le néant. Le commissaire Bernard commence à envisager 3 hypothèses: enlèvement, meurtre ou fuite volontaire. Mais aucune ne colle vraiment. L'hypothèse de la fuite volontaire est rapidement écartée. Caroline n'a emporté aucun vêtement, aucun objet personnel. Son compte bancaire n'a enregistré aucun retrait depuis sa disparition. Elle n'a contacté ni sa famille, ni ses amis. Et surtout, elle n'aurait jamais abandonné Manon, sa fille de 6 ans. Tous ceux qui connaissent Caroline l'affirment. Elle était une mère dévouée, aimante, présente. L'idée qu'elle ait pu partir de son plein gré est absurde. Reste l'enlèvement ou le meurtre. Mais sans corps, sans témoin, sans mobile apparent, l'enquête patine. Au bout de 3 mois, le dossier est classé en attente de nouveaux éléments. Les années passent. Julien Faure élève seul sa fille. Il ne se remarie pas. Il garde une photo de Caroline sur le buffet du salon. Chaque 14 novembre, il dépose des fleurs sur le parking de l'hôpital Édouard Herriot, à l'endroit où la voiture de sa femme a été retrouvée. Manon grandit avec le souvenir d'une mère qu'elle a à peine connue. Elle pose des questions. Pourquoi maman est partie? Où est-elle? Julien ne sait pas quoi répondre. Il dit juste qu'on la cherche encore, qu'on ne l'oublie pas. Mais au fond, il sait que Caroline ne reviendra jamais. Le docteur Philippe Mercier continue d'exercer à l'hôpital Édouard Herriot. Il participe à toutes les commémorations organisées par les collègues de Caroline. Il signe les pétitions pour relancer l'enquête. Il parle d'elle avec émotion lors des interviews accordées aux journalistes locaux. En 2005, 10 ans après la disparition, il déclare au Progrès « Caroline était une infirmière exemplaire. Sa disparition reste une blessure pour toute l'équipe. Nous pensons à elle chaque jour. » Il pleure devant les caméras. Tout le monde le croit sincère.
Personne ne soupçonne qu'il ment depuis le début. En avril 2015, l'hôpital Édouard Herriot entame des travaux de rénovation dans l'aile ouest. Le bâtiment date des années 1930 et nécessite une mise aux normes complète. Les ouvriers doivent abattre plusieurs cloisons, refaire l'électricité, moderniser les installations. Le chantier commence par les sous-sols, où se trouvent d'anciens locaux techniques désaffectés depuis des décennies. Ces pièces ont servi de débarras pendant des années. Elles contiennent du matériel médical obsolète, des archives poussiéreuses, des meubles cassés. Personne n'y entre jamais. Les ouvriers ont pour consigne de tout vider avant de démolir. Le 22 avril, vers 15 heures, 2 ouvriers découvrent une petite pièce verrouillée au fond d'un couloir condamné. La porte est en métal rouillé, sans plaque d'identification. Ils forcent la serrure avec un pied de biche. À l'intérieur, ils trouvent un ancien poste de surveillance datant des années 1990. Une table en métal, une chaise cassée, un vieux moniteur éteint et, posé sur une étagère, une caméra de vidéosurveillance reliée à un magnétoscope VHS. L'ensemble est recouvert de poussière. Visiblement, personne n'a touché à ce matériel depuis des années. Les ouvriers hésitent. Faut-il tout jeter? Faut-il prévenir quelqu'un? L'un des ouvriers, Sébastien Bonnet, décide de vérifier si le magnétoscope contient encore une cassette. Il appuie sur le bouton d'éjection. Une cassette VHS apparaît, étiquetée à la main, Parking West, novembre 1995. Sébastien sent son cœur s'accélérer. Novembre 1995. C'est l'année de la disparition de Caroline Legrand. Tout le monde à l'hôpital connaît cette histoire. Elle fait partie des légendes locales, des mystères jamais résolus. Sébastien prend la cassette, remonte au rez-de-chaussée, demande à parler au responsable de la sécurité. Il faut visionner cette vidéo immédiatement. Le responsable de la sécurité, Michel Martin, est un ancien policier à la retraite. 63 ans, embauché par l'hôpital en 2010 pour superviser les équipes de surveillance. Quand Sébastien lui explique ce qu'il a trouvé, Michel devient livide. Il prend la cassette, la retourne entre ses mains. Parking West, novembre 1995. Il se souvient de l'affaire Caroline Legrand. Il n'était pas encore à l'hôpital à l'époque, mais il a lu le dossier en arrivant. Une disparition inexpliquée, jamais élucidée. Si cette cassette contient des images de la nuit du 14 novembre, elle pourrait tout changer. Michel appelle immédiatement la direction. La cassette est visionnée le soir même, en présence du directeur de l'hôpital, du responsable de la sécurité et de 2 cadres administratifs. Ils utilisent un vieux magnétoscope VHS trouvé dans les archives. L'image est granuleuse, en noir et blanc, mais nette. La caméra filme une partie du Parking West, celle qui donne sur le mur d'enceinte. C'est exactement la zone d'ombre que les enquêteurs n'avaient pas pu couvrir en 1995, la zone où Caroline Legrand a disparu. Les spectateurs retiennent leur souffle. La vidéo commence à 22h30. Pendant 40 minutes, rien ne se passe. Puis, à 23h10, une silhouette apparaît. C'est Caroline Legrand. Aucun doute possible. On reconnaît son manteau beige, son sac à la main, sa démarche. Elle marche vers sa voiture, longe le mur d'enceinte, s'arrête brièvement pour fouiller dans son sac. Elle sort ses clés. Elle se dirige vers sa Peugeot 205. Mais avant d'arriver à la voiture, une autre silhouette entre dans le champ, un homme. Il sort de l'ombre, s'approche de Caroline, lui dit quelque chose. Caroline se retourne, semble surprise, puis sourit. Elle reconnaît l'homme. Il parle pendant quelques secondes, puis l'homme désigne quelque chose hors champ. Caroline hésite, range ses clés dans son sac, suit l'homme. Ils disparaissent tous les 2 vers la gauche. Les spectateurs se figent. Qui est cet homme? Pourquoi Caroline l'a-t-elle suivi sans méfiance? Michel Martin rembobine la cassette, zoome sur l'homme autant que possible. L'image est floue, mais on distingue une silhouette élancée, cheveux courts,
Costume sombre, l'homme marche avec assurance, sans se cacher. Il n'a pas l'air d'un agresseur. Il a l'air de quelqu'un que Caroline connaît. Michel rembobine encore, fige l'image au moment où l'homme et Caroline parlent. Il imprime plusieurs captures d'écran, puis il appelle la police. Cette fois, il y a du nouveau. Cette fois, on va savoir. La cassette est transmise au commissariat le lendemain matin. Le dossier de Caroline Legrand est ressorti des archives. Un nouveau commissaire, Thierry André, reprend l'enquête. Il visionne la vidéo une dizaine de fois. Il fait analyser les images par des experts en identification faciale. Malgré la mauvaise qualité, ils parviennent à établir un profil morphologique de l'homme. Taille, environ 1,80 m. Corpulence, mince. Âge estimé, 45 à 55 ans. Vêtements, costume sombre, chemise claire, chaussures de ville. L'homme a un port de tête particulier, légèrement penché vers l'avant, un détail qui pourrait aider à l'identifier. Les enquêteurs dressent une liste de toutes les personnes présentes à l'hôpital la nuit du 14 novembre 1995. Médecins, infirmiers, agents de sécurité, personnel d'entretien. Ils éliminent les femmes, les hommes trop jeunes ou trop vieux, ceux qui ne correspondent pas à la morphologie de l'inconnu. Restent une quinzaine de suspects potentiels. Tous sont convoqués pour un nouvel interrogatoire. Tous sont priés de fournir des photos d'eux-mêmes, datant de 1995. Les enquêteurs comparent chaque visage avec les captures d'écran de la vidéo. C'est un travail long, fastidieux, mais nécessaire. Quelqu'un sait forcément quelque chose. Le 5 mai 2015, un nom émerge. Dr Philippe Mercier, 68 ans, toujours en poste à l'hôpital Édouard Herriot, bientôt à la retraite. Les experts en identification faciale estiment qu'il y a une forte probabilité que l'homme sur la vidéo soit lui. La morphologie correspond. Le port de tête correspond. L'âge correspond. Et surtout, Mercier connaissait Caroline. Il travaillait avec elle. Il aurait pu lui parler sans éveiller sa méfiance. Le commissaire Thierry André décide de le convoquer, sans l'accuser directement, juste pour lui montrer la vidéo et observer sa réaction. Le 8 mai, Philippe Mercier se présente au commissariat. Il porte un costume bleu marine, une cravate sobre, des lunettes à monture dorée. Il semble calme, presque détaché. Le commissaire André le fait entrer dans une salle d'interrogatoire, lui propose un café, engage la conversation sur un ton neutre. Puis il sort un ordinateur portable, lance la vidéo. Philippe Mercier regarde l'écran. Son visage ne change pas. Il observe Caroline marcher vers sa voiture, observer l'homme s'approcher, écoute l'échange silencieux, voit les deux silhouettes disparaître hors champ. Quand la vidéo s'arrête, il reste immobile pendant quelques secondes, puis il dit simplement « C'est moi ». Le commissaire Thierry André ne s'attendait pas à un aveu aussi direct. Il regarde Philippe Mercier en silence, essaie de déchiffrer son expression. Mercier reste impassible. Pas de tremblement dans la voix, pas de geste nerveux. Il répète « C'est moi sur cette vidéo. C'est moi qui ai parlé à Caroline ce soir-là ». André prend son stylo, note les mots exacts, puis il demande « Pourquoi ne l'avez-vous jamais dit ?» Mercier enlève ses lunettes, les nettoie avec un mouchoir, les remet. Il répond « Parce que je ne voulais pas être impliqué, parce que j'avais peur. » André fronce les sourcils. « Peur de quoi ?» Mercier raconte. Le 14 novembre 1995, il était effectivement à l'hôpital, contrairement à ce qu'il avait déclaré en 1995. Il avait menti à sa femme, menti aux enquêteurs, menti à tout le monde. Il était venu à l'hôpital vers 22h30 pour récupérer un dossier médical oublié dans son bureau. Il n'avait prévenu personne. Il était entré par une porte de service, monté directement au 3e étage, pris le dossier, redescendu. En sortant, il avait croisé Caroline sur le parking. Elle semblait surprise de le voir. Il lui avait dit qu'il avait oublié des papiers. Ils avaient échangé quelques mots, puis il était reparti. C'est tout.
Le commissaire André ne croit pas un mot de cette version. Il demande « Si c'est tout, pourquoi ne pas l'avoir dit dès le départ ?» Mercier baisse les yeux. « Parce que ma femme ne savait pas que j'étais sorti ce soir-là, parce que j'avais peur qu'elle se pose des questions, parce que je ne voulais pas qu'on fouille dans ma vie privée. » André insiste. « Des questions sur quoi? Vous aviez une liaison avec Caroline ?» Mercier secoue la tête. « Non, aucune liaison. Mais j'avais mes raisons d'être discret, des raisons personnelles. » Il refuse d'en dire plus. André sent qu'il ment, mais il ne peut rien prouver pour l'instant. Les enquêteurs visionnent à nouveau la vidéo en présence de Mercier. Ils lui demandent de décrire précisément ce qui s'est passé. Mercier explique qu'il a parlé à Caroline pendant environ 1 minute. Elle lui a demandé ce qu'il faisait là. Il a répondu qu'il récupérait un dossier. Elle a souri, a dit qu'elle rentrait chez elle. Ils se sont dit bonsoir. Caroline est repartie vers sa voiture. Lui est parti vers la sortie. Fin de l'histoire. Le commissaire André arrête la vidéo au moment où les 2 silhouettes disparaissent vers la gauche. Vous dites qu'elle est repartie vers sa voiture, mais sur la vidéo, elle vous suit. Elle part dans la même direction que vous. Mercier hésite. Je ne me souviens plus exactement. Peut-être qu'elle m'a accompagné jusqu'à la sortie. On a peut-être continué à parler en marchant. C'était il y a 20 ans. André hausse le ton. Docteur Mercier, une femme a disparu cette nuit-là. Vous êtes la dernière personne à l'avoir vue vivante, et vous avez menti pendant 20 ans. Vous comprenez que cela fait de vous un suspect? Mercier blêmit. Je n'ai rien fait. Je vous jure que je n'ai rien fait. Après notre conversation, je suis parti. Elle était vivante. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ensuite. Les enquêteurs décident de vérifier l'emploi du temps de Mercier cette nuit-là. Ils contactent sa femme, Isabelle Fournier. Elle confirme qu'en 1995, Philippe lui avait dit qu'il était rentré directement après son service. Elle ne se souvient pas de l'heure exacte, mais il était là quand elle s'est couchée vers 23 heures. Les enquêteurs lui montrent la vidéo. Isabelle regarde son mari parler à Caroline sur le parking. Elle devient silencieuse, puis elle dit « Il m'a menti. Il n'était pas à la maison à 23 heures. Il est rentré plus tard, vers minuit peut-être. Je ne me souviens plus, mais oui, il est rentré plus tard. » Cette déclaration change tout. Si Philippe Mercier est rentré vers minuit, cela signifie qu'il a passé au moins 1 heure dehors après avoir parlé à Caroline. 1 heure non expliquée. 1 heure pendant laquelle Caroline a disparu. Le commissaire André convoque à nouveau Mercier. Il lui expose les incohérences. Mercier transpire maintenant. Il enlève ses lunettes, les remet, se frotte le visage. Il finit par lâcher. « D'accord, je n'ai pas tout dit. Après avoir parlé à Caroline, je suis allé ailleurs, dans un bar. J'avais besoin de boire un verre. J'avais des problèmes personnels à l'époque. Je ne voulais pas rentrer tout de suite. » André demande le nom du bar. Mercier ne s'en souvient plus. Un bar du 3e arrondissement, près du Rhône, il croit. Mais il ne peut pas donner plus de détails. Les enquêteurs vérifient. En 1995, il y avait une dizaine de bars ouverts tard le soir dans ce secteur. La plupart ont fermé depuis. Impossible de retrouver un patron ou un serveur qui se souviendrait d'avoir vu Philippe Mercier un soir de novembre 1995. L'alibi ne tient pas. Mercier devient le suspect numéro 1. Mais sans corps, sans preuve matérielle, impossible de l'arrêter. L'enquête patine à nouveau. Les médias s'emparent de l'affaire. Les journaux titrent « Le médecin qui savait ». 20 ans de mensonges. Le secret du docteur Mercier. La pression monte. Philippe Mercier est suspendu de ses fonctions à l'hôpital en attendant la fin de l'enquête. Sa femme demande le divorce. Ses collègues l'évitent. Il reçoit des menaces de mort. Julien Faure, le mari de Caroline, donne une interview télévisée. Il pleure devant les caméras. Pendant 20 ans, cet homme a pleuré ma femme avec moi. Il a signé des pétitions. Il a participé aux commémorations. Et tout ce temps,
Il mentait. Il savait. Les enquêteurs fouillent dans le passé de Philippe Mercier. Ils découvrent qu'il avait effectivement des problèmes personnels en 1995, des dettes de jeu. Il fréquentait un casino à Lyon, misait des sommes importantes, perdait souvent. Sa femme ne savait rien. Il avait emprunté de l'argent à un usurier pour rembourser ses dettes. En novembre 1995, il devait encore 15 000 francs. Cela pourrait expliquer pourquoi il ne voulait pas que sa vie privée soit examinée. Mais cela n'explique pas pourquoi Caroline Legrand a disparu cette nuit-là, ni ce qui s'est réellement passé sur ce parking. Le commissaire André décide d'interroger à nouveau tous les collègues de Caroline. Il leur montre la vidéo. Il leur demande s'ils ont déjà vu Philippe Mercier et Caroline ensemble, en dehors du travail. Plusieurs infirmières se souviennent que Mercier était parfois étrangement attentif avec Caroline. Il la regardait d'une manière inhabituelle. Nathalie Morel, l'aide-soignante, se rappelle un épisode. Un soir, elle a vu Mercier attendre Caroline dans le couloir après son service. Il voulait lui parler. Caroline semblait gênée. Nathalie n'a pas entendu la conversation, mais elle a trouvé la scène bizarre. Elle n'y avait jamais repensé, jusqu'à maintenant. Les enquêteurs confrontent Mercier avec ce témoignage. Il nie tout. Il dit qu'il n'a jamais eu d'intérêt particulier pour Caroline, qu'elle était juste une collègue, qu'il n'y avait rien entre eux. Mais les enquêteurs ne le croient plus. Ils demandent une commission rogatoire pour fouiller sa maison, son garage, sa cave. Ils cherchent des indices, des objets ayant appartenu à Caroline, des preuves d'un crime. Ils ne trouvent rien. La maison de Mercier est propre, rangée, banale. Aucune trace de Caroline Legrand. Aucune preuve matérielle. L'enquête semble dans une impasse, jusqu'à ce qu'un détail attire l'attention. En examinant les relevés bancaires de Philippe Mercier en novembre 1995, les enquêteurs remarquent un retrait de 2000 francs le 15 novembre, soit le lendemain de la disparition. Un retrait important. Mercier explique qu'il devait rembourser une partie de sa dette à l'usurier. Les enquêteurs vérifient auprès de l'usurier, retrouvé grâce aux archives judiciaires. L'homme confirme. Mercier lui a bien remis 2000 francs le 15 novembre. Mais il ajoute un détail troublant. Ce jour-là, Mercier semblait nerveux, agité, pressé. Il a payé en liquide, refusé de discuter et reparti immédiatement. L'usurier s'en souvient parce que c'était inhabituel. D'habitude, Mercier essayait toujours de négocier des délais. Le commissaire Thierry André décide de changer de stratégie. Plutôt que de se concentrer uniquement sur Philippe Mercier, il ordonne une nouvelle analyse complète du parking de l'hôpital. 20 ans ont passé, mais la structure est restée la même. Les enquêteurs reviennent sur place avec du matériel de géolocalisation, des chiens renifleurs, des caméras thermiques. Ils veulent comprendre où Caroline aurait pu aller après avoir quitté le champ de la caméra. Ils mesurent les distances, examinent les angles morts, notent tous les accès possibles. Et ils remarquent quelque chose qui avait échappé aux premiers enquêteurs en 1995. À 50 mètres du parking, il y a une rampe qui descend vers un quai de déchargement désaffecté. Cette rampe permet d'accéder directement au Rhône, qui coule en contrebas. En 1995, ce quai servait encore occasionnellement pour livrer du matériel médical lourd. Mais il était peu utilisé, mal éclairé, souvent vide. Les enquêteurs descendent la rampe. Ils arrivent au bord du fleuve. L'eau est grise, opaque, profonde. Le courant est fort à cet endroit. Si quelqu'un avait voulu se débarrasser d'un corps, c'était l'endroit idéal. Personne ne venait jamais ici la nuit. Personne n'aurait rien vu. Thierry André convoque Philippe Mercier une nouvelle fois. Il lui montre des photos du quai de déchargement. Il lui demande s'il connaît cet endroit. Mercier acquiesce. Oui, il connaît. Tous les médecins de l'hôpital connaissent ce quai. On y passait parfois pour fumer une cigarette en cachette, pour s'isoler pendant les pauses. Mercier lui-même y allait de temps en temps. André demande « Y êtes-vous allé le 14 novembre 1995 ?» Mercier hésite longuement, puis il répond « Je ne sais plus ».
Peut-être. Je ne me souviens pas. André le fixe intensément. Docteur Mercier, où est Caroline Legrand? Mercier fond en larmes. C'est la première fois qu'il montre une émotion réelle depuis le début de l'enquête. Il pleure bruyamment, se cache le visage dans les mains, tremble. André attend en silence. Après plusieurs minutes, Mercier relève la tête. Ses yeux sont rouges. Sa voix est brisée. Il dit « Je ne sais pas où elle est. Je vous jure que je ne sais pas. Après notre conversation sur le parking, elle est partie. Je suis parti. Je ne l'ai plus jamais revue. Si elle a disparu, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. » Mais sa voix manque de conviction. Même lui ne semble plus croire à ses propres mots. Les enquêteurs décident de faire draguer le Rhône au niveau du quai de déchargement. C'est une opération longue, coûteuse, difficile. Le fleuve est profond, le fond est vaseux, les courants compliquent les recherches. Mais c'est la seule piste concrète qu'ils ont. Les plongeurs commencent leurs investigations le 20 mai 2015. Ils explorent méthodiquement le lit du fleuve, quadrillent la zone, utilisent des sonars pour repérer les masses métalliques. Pendant 3 jours, ils ne trouvent rien. Que de la boue, des déchets, des objets rouillés sans intérêt. Puis, le 23 mai, un plongeur remonte à la surface et crie « Il y a une voiture en bas ». L'information se propage immédiatement. Une équipe de spécialistes est appelée en renfort. Ils utilisent un système de câbles et de grues pour remonter le véhicule. L'opération prend plusieurs heures. Quand la voiture émerge enfin de l'eau, couverte de vases et d'algues, tout le monde reconnaît le modèle. Une BMW série 5, grise, immatriculée dans le Rhône. Les plaques d'immatriculation sont encore lisibles malgré la corrosion. Les enquêteurs vérifient dans la base de données. Le véhicule appartient à Philippe Mercier. Il l'avait déclaré volé en décembre 1995, un mois après la disparition de Caroline. Il avait affirmé ne pas savoir où elle se trouvait. Et elle était là, au fond du Rhône, depuis 20 ans. Les techniciens de la police scientifique ouvrent prudemment les portières de la BMW. L'intérieur est entièrement submergé, rempli de boue. Mais sur le siège conducteur, ils découvrent un corps, ou plutôt ce qu'il en reste. Un squelette habillé, partiellement décomposé, retenu par la ceinture de sécurité. Les vêtements sont détruits par l'eau, mais on distingue encore des lambeaux de tissu, un jean, un pull rouge, des baskets blanches. Les médecins légistes effectuent un prélèvement ADN. Les résultats arrivent le lendemain. C'est bien Caroline Legrand. Elle était dans la voiture de Philippe Mercier, au fond du fleuve, depuis le 14 novembre 1995. Philippe Mercier est arrêté le 25 mai 2015 à son domicile. Il ne résiste pas. Il suit les policiers sans un mot. Il est placé en garde à vue, puis transféré au commissariat central de Lyon. Le commissaire Thierry André l'interroge pendant des heures. Il lui montre les photos de la BMW remontée du Rhône. Il lui montre les restes de Caroline. Il lui demande d'expliquer. Mercier reste silencieux pendant longtemps. Puis, finalement, il parle. Et ce qu'il dit glace le sang des enquêteurs. Il raconte une histoire que personne n'avait imaginée. Une histoire où il n'est pas le meurtrier. Mais il est bien pire que cela. Le 14 novembre 1995, Philippe Mercier était effectivement venu à l'hôpital pour récupérer un dossier. Mais ce n'était pas le vrai motif. Il était venu pour voir Caroline. Depuis des mois, il éprouvait des sentiments pour elle. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il pensait à elle constamment. Il rêvait d'elle la nuit. Il savait que c'était inapproprié, qu'il était son supérieur, qu'il était marié. Mais il n'arrivait pas à se contrôler. Ce soir-là, il avait décidé de lui parler, de lui avouer ce qu'il ressentait. Il l'avait attendue sur le parking, caché dans l'ombre. Quand elle était sortie, il s'était approché d'elle. Caroline avait été surprise, mais pas effrayée. Elle connaissait Mercier, elle lui faisait confiance. Il lui avait demandé s'il pouvait discuter quelques minutes. Elle avait accepté.
Ils avaient marché ensemble vers le quai de déchargement, loin des regards. Mercier lui avait avoué ses sentiments. Caroline avait été choquée. Elle lui avait dit qu'elle était mariée, qu'elle aimait son mari, qu'elle ne pouvait pas. Mercier avait insisté. Il lui avait dit qu'il quitterait sa femme pour elle, qu'ils pourraient être heureux ensemble. Caroline avait refusé catégoriquement. Elle avait dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Elle avait tourné les talons. Et c'est là que tout avait basculé. Mercier l'avait attrapée par le bras. Il voulait juste la retenir, lui parler encore, la convaincre. Mais Caroline s'était débattue. Elle avait crié. Elle lui avait dit de la lâcher, qu'elle allait tout raconter, qu'il perdrait son poste, sa réputation. Mercier avait paniqué. Il l'avait poussée violemment pour la faire taire. Caroline avait perdu l'équilibre. Elle était tombée en arrière. Sa tête avait heurté le rebord en béton du quai. Un bruit sec, terrible. Puis plus rien. Caroline ne bougeait plus. Du sang coulait de son crâne. Mercier s'était agenouillé près d'elle, avait cherché son pouls. Rien. Elle était morte, instantanément. Mercier avait perdu la tête. Il ne savait pas quoi faire. Appeler les secours? Avouer? Aller en prison? Perdre tout ce qu'il avait construit? Non. Il ne pouvait pas. Il fallait cacher le corps. Il avait regardé autour de lui. Le fleuve. Il pouvait la jeter dans le fleuve. Mais quelqu'un risquait de la retrouver. Il fallait quelque chose de plus sûr. C'est alors qu'il avait pensé à sa voiture. Sa BMW était garée non loin, sur un parking souterrain réservé aux médecins. Si elle disparaissait avec le corps de Caroline à l'intérieur, personne ne ferait le lien. Il pourrait déclarer le vol plus tard. Tout le monde le croirait. Philippe Mercier avait transporté le corps de Caroline jusqu'à sa BMW. Il l'avait installé sur le siège conducteur, attaché avec la ceinture de sécurité pour qu'elle ne glisse pas. Puis, il avait conduit jusqu'au quai de déchargement. Il avait attendu que les environs soient complètement déserts. Vers minuit 30, il avait mis la voiture au point mort, ouvert la portière, laissé le véhicule rouler lentement vers la rampe. La BMW avait glissé doucement, pris de la vitesse, plongé dans le Rhône avec un bruit sourd. L'eau avait tout englouti en quelques secondes. Mercier était resté là, tremblant, incapable de croire ce qu'il venait de faire. Puis, il était rentré chez lui, à pied. Il avait raconté à sa femme qu'il était allé boire un verre pour décompresser. Elle n'avait rien soupçonné. Le lendemain, quand la disparition de Caroline avait été signalée, Mercier avait joué la comédie. Il avait participé aux recherches, pleuré avec la famille, signé les pétitions. Il avait menti aux enquêteurs, affirmé qu'il n'était pas à l'hôpital cette nuit-là. Puis, un mois plus tard, il avait déclaré le vol de sa BMW. La police avait enregistré sa plainte sans faire de lien avec la disparition de Caroline. Personne n'avait pensé à chercher une voiture au fond du Rhône. Mercier avait cru qu'il s'en était tiré. Pendant 20 ans, il avait vécu avec ce secret. Le commissaire Thierry André écoute cette confession sans broncher. Quand Mercier termine, André reste silencieux pendant de longues secondes. Puis il dit simplement « Vous avez laissé une famille entière dans l'ignorance pendant 20 ans. Vous avez pleuré avec eux alors que vous saviez. Vous avez menti à tout le monde. Vous êtes un monstre. » Mercier baisse la tête. Il ne répond pas. Il sait qu'André a raison. Il n'y a rien à ajouter. Les faits parlent d'eux-mêmes. Caroline est morte à cause de lui. Et il a tout fait pour que personne ne le sache jamais. Les médecins légistes examinent les restes de Caroline. Malgré l'état de décomposition avancé, ils parviennent à confirmer la cause du décès. Traumatisme crânien. Un choc violent à l'arrière du crâne, compatible avec une chute contre une surface dure. Pas de traces de strangulation, pas de coups de couteau, pas de blessure par balle. Caroline est morte exactement comme Mercier l'a décrit. Un accident. Mais un accident qui l'a transformé en meurtre, en cachant le corps. En droit français, cela s'appelle une dissimulation de cadavre,
Et selon les circonstances, cela peut être requalifié en homicide volontaire. Mercier risque la perpétuité. Julien Faure apprend la nouvelle par un coup de téléphone du commissaire André. Il s'effondre. Pendant 20 ans, il a espéré que Caroline était quelque part, peut-être amnésique, peut-être retenue contre son gré, mais vivante. Il a espéré qu'un jour, elle reviendrait. Maintenant, il sait qu'elle est morte depuis le début. Qu'elle était au fond du Rhône pendant tout ce temps, à quelques kilomètres de chez lui. Il pense à toutes ces années perdues, à toutes ces nuits où il a prié pour son retour, à toutes ces fois où il a regardé Manon grandir sans sa mère, et il réalise que tout cela aurait pu être évité, si Mercier avait avoué, si Mercier avait dit la vérité. Manon, maintenant âgée de 26 ans, vient identifier formellement le corps de sa mère. C'est une épreuve terrible. Elle n'a que des souvenirs flous de Caroline. Un sourire, une voix douce, une odeur de parfum, mais elle n'a jamais vraiment connu sa mère. Elle a grandi avec un fantôme. Et aujourd'hui, elle doit dire adieu à ce fantôme. Elle regarde les restes de Caroline à travers une vitre. Elle pleure en silence. Puis elle signe les documents nécessaires. Oui, c'est bien sa mère. Oui, elle veut que le corps soit inhumé dignement. Oui, elle veut que justice soit faite, même après 20 ans. Le procès de Philippe Mercier commence en mars 2016. Il est jugé pour homicide involontaire, dissimulation de cadavre, entrave à la justice et faux témoignage. La salle d'audience est bondée. Journalistes, collègues de l'hôpital, famille de Caroline, simples curieux. Tout le monde veut voir l'homme qui a menti pendant 20 ans. Mercier entre menotté, escorté par 2 gendarmes. Il a vieilli. Ses cheveux sont blancs, son visage est creusé, son regard est vide. Il s'assoit sur le banc des accusés, fixe le sol. Il ne regarde personne, pas même Julien Faure, assis au premier rang, les poings serrés. Les témoignages s'enchaînent. Nathalie Morel, l'aide-soignante, raconte la dernière conversation avec Caroline. Isabelle Fournier, l'ex-femme de Mercier, explique comment il a menti pendant des années. Le commissaire Thierry André décrit la découverte de la vidéo, le mensonge initial de Mercier, puis ses aveux progressifs. Les médecins légistes détaillent les causes du décès. Chaque témoignage enfonce un peu plus Mercier. Il ne lève jamais les yeux. Il ne conteste rien. Il semble avoir renoncé à se défendre. Son avocat plaide l'accident, le moment de panique, la décision irrationnelle de cacher le corps. Mais personne n'est dupe. Mercier a eu 20 ans pour dire la vérité. Il a choisi le silence. Julien Faure prend la parole en tant que partie civile. Il se lève, marche lentement vers la barre, regarde Philippe Mercier droit dans les yeux. Sa voix tremble, mais elle est ferme. Il dit « Pendant 20 ans, vous avez pleuré ma femme avec moi. Vous avez serré ma main lors des commémorations. Vous avez dit à ma fille que sa mère était une femme formidable. Et pendant tout ce temps, vous saviez qu'elle était morte par votre faute. Vous saviez qu'elle était au fond du Rhône, dans votre voiture. Vous avez volé à ma fille la possibilité de faire son deuil. Vous nous avez volé 20 ans, je ne vous pardonnerai jamais. » Mercier écoute sans réagir. Quand Julien termine, il reste immobile. Le juge lui demande s'il souhaite ajouter quelque chose. Mercier se lève lentement. Il regarde enfin Julien, puis il dit, d'une voix à peine audible, « Je suis désolé. » 2 mots, juste 2 mots. Julien serre les poings, prêt à bondir. Mais il se retient. Il se rassoit. Les larmes coulent sur ses joues. Mercier se rassoit également. Le silence est pesant. Personne ne bouge. Personne ne parle. Le juge finit par lever la séance. Le verdict sera rendu dans 1 semaine. Tout le monde quitte la salle. Mercier reste seul, menotté, entre les gendarmes. Il sait qu'il ne sortira jamais de prison. Le 18 mars 2016, le verdict tombe. Philippe Mercier est reconnu coupable d'homicide involontaire avec dissimulation de cadavre.
Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, pas de sursis, pas de remise de peine anticipée, 20 ans de prison pour 20 ans de mensonges. La sentence est lourde, mais elle semble juste. Mercier n'a tué personne volontairement, mais il a détruit une famille entière en cachant la vérité. Il a privé Caroline d'une sépulture digne. Il a privé Manon de sa mère. Il a privé Julien de son deuil. Pour cela, il méritait la prison. Il accepte la sentence sans broncher. Il est emmené immédiatement. Il ne reverra jamais la lumière du jour en homme libre. Caroline Legrand est inhumée le 25 mars 2016 au cimetière de Villeurbanne, la ville où elle est née. Des centaines de personnes assistent à la cérémonie. Collègues, amis, familles, inconnus émus par son histoire. Julien prononce un discours. Il parle de Caroline, de son sourire, de sa gentillesse, de son amour pour Manon. Il dit qu'elle lui manque chaque jour depuis 20 ans, qu'elle lui manquera toujours, mais qu'aujourd'hui enfin, elle peut reposer en paix. Manon dépose une rose blanche sur le cercueil. Elle murmure quelques mots que personne n'entend, puis elle s'éloigne, soutenue par son père. La tombe se referme. L'histoire de Caroline Legrand prend fin. 20 ans trop tard. L'affaire Caroline Legrand reste l'une des disparitions les plus troublantes de la région lyonnaise. Non pas à cause du crime lui-même, mais à cause du mensonge qui l'a entouré pendant 2 décennies. Philippe Mercier n'a pas tué Caroline volontairement. Mais il a choisi de cacher sa mort. Il a choisi de mentir à tout le monde. Il a choisi de laisser une famille entière dans l'ignorance. Et ce choix, pour beaucoup, est pire que le crime initial, car il a duré 20 ans. 20 ans de souffrance inutile, 20 ans de faux espoirs, 20 ans de mensonges. Aujourd'hui, Philippe Mercier purge sa peine à la maison centrale de Saint-Maur. Il a 77 ans. Il ne parle à personne. Il passe ses journées dans sa cellule, allongé sur son lit, regardant le plafond. Les autres détenus l'évitent. Ils savent ce qu'il a fait. Ils savent qu'il a menti pendant 20 ans. Dans l'univers carcéral, où la vérité compte parfois plus que tout, Mercier est un paria. Il ne sortira probablement jamais de prison. Il mourra derrière les barreaux. Et personne ne pleurera sa disparition. Contrairement à Caroline, dont le souvenir reste vivant dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. Cette histoire nous rappelle une vérité simple mais essentielle. Le mensonge est parfois plus destructeur que le crime. Caroline Legrand est morte en quelques secondes, mais sa famille a souffert pendant 20 ans. Si Philippe Mercier avait dit la vérité dès le début, tout aurait été différent. Il aurait probablement été condamné pour homicide involontaire, avec une peine légère. Caroline aurait été inhumée dignement. Julien et Manon auraient pu faire leur deuil. Mais Mercier a choisi le silence, et ce silence a détruit bien plus de vies que le crime lui-même. Ne l'oubliez jamais. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la. À bientôt pour une nouvelle enquête.